Salut à tous et bienvenue dans cette chronique de Marvel pour parler de la femme la plus forte du monde, car tout simplement, elle est la cousine de Hulk. Il s'agit de Jennifer Walters, alias She-Hulk. Pour commencer, saviez-vous que la création de She-Hulk, ou comme on l'appelle chez nous en France, Miss Hulk, est à cause d'une série télévisée? C'est en février 1980 que Stan Lee publie la série comics The Savage She-Hulk. Ce dernier décide de créer une version féminine de Hulk de crainte que les producteurs de la série télévisée The Incredible Hulk, avec Lou Ferrigno en acteur, ne prennent les devants et en possèdent de ce fait tous les droits. Avec le soutien de John Buscema, Lee invente Jennifer Walters, la cousine de Bruce Banner, alias Hulk. She-Hulk est le dernier grand personnage de Marvel créé par Stan Lee, et en fait c'était juste pour une question de pognon et ayant droit. Et aujourd'hui c'est elle qui va avoir sa propre série sur la plateforme Disney+, et sera jouée par Tatiana Maslany, que l'on a pu notamment voir dans Orphan Black. Bon, rassurez-vous, ses origines papier sont très intéressantes, et notre défunt Excelsior n'a pas juste créé cette héroïne à la va-vite sans nous offrir une belle histoire. Et c'est également le cas pour la plupart des scénaristes ayant repris She-Hulk par la suite dans plusieurs séries régulières. Voici son histoire. Jennifer Walters est née à Los Angeles. Son père était le shérif du comté. De nature sauvage, Jennifer ne pensait qu'à s'amuser malgré que son daron impose un règlement très strict à la maison. Quand elle dépassait les bornes, elle était envoyée en Ohio habiter dans la famille de sa mère, chez les Banner. Elle eut toujours du respect pour son cousin plus âgé, Bruce. Bien que très proches, ils perdent contact en entrant à l'université pour suivre deux carrières différentes. Tandis que Bruce étudiait la médecine puis la physique nucléaire, Jennifer suivait des cours de droit pour devenir avocate de la défense au grand désarroi de son père. Mais défendre les criminels peut s'avérer parfois être dangereux. Alors que Bruce Banner, encore en cavale dû aux méfaits de son alter ego, décide de rendre visite à sa cousine, cette dernière se fait tirer dessus par les caïds de la pègre contre qui elle est en procès à ce moment. Bruce réussit à récupérer sa cousine et échapper aux truands pour se réfugier chez un médecin qui devrait pouvoir soigner Jennifer. Malheureusement, le médecin n'est pas là et Bruce doit prendre des décisions. Sachant qu'il a le même groupe sanguin que sa cousine, il fait appel à ses connaissances médicales et au matériel du médecin absent pour improviser une transfusion d'urgence afin de lui sauver la vie. Une fois que Jennifer est prise à l'hôpital, ses agresseurs n'ont malheureusement pas de mal à la retrouver. Tandis qu'ils souhaitent finir le travail, Jennifer se transforme soudainement en une colosse verte de 2 mètres, possédant une force et une endurance incroyables, et ne trouve aucun mal à mettre ses 3 agresseurs au tapis. Le sang irradié de Bruce change la vie de Jennifer à tout jamais, mais contrairement à son cousin, elle conserve son intelligence et sa volonté sans devenir plus forte avec la colère. Et Jennifer peut reprendre son apparence humaine quand elle le souhaite. La série The Savage She-Hulk durera tout de même 25 numéros, et dans cette période, Jennifer préfère garder sa seconde identité secrète. Mais elle réalise vite que ce n'est pas possible. Elle capture les criminels en tant que She-Hulk et doit les défendre devant le barreau ensuite, en tant que Jennifer Walters. Avec le temps, elle en vient à aimer She-Hulk et passe de plus en plus de temps à combattre le crime sous sa forme verte, qu'elle peut totalement contrôler. Elle fait alliance avec d'autres super-héros et finit d'ailleurs par être invitée à rejoindre les Vengeurs. En 1984, elle est transportée avec les autres Vengeurs dans le monde arène du Beyonder pour y combattre aux côtés de nombreux autres champions durant les guerres secrètes, première du nom. À la fin du conflit, la Chose préfère prendre du recul sur tout ça et demande à She-Hulk de prendre sa place au sein des 4 Fantastiques. Elle accepte et reste dans la série jusqu'en 1987, des dizaines de numéros qui font d'elle un membre à part entière de la famille des FF. D'ailleurs, à cette époque, Jennifer abandonne son identité civile après avoir reçu une dose de radiation supplémentaire. À partir de cet instant, elle reste en permanence sous la forme de She-Hulk. En mai 1989, She-Hulk revient dans une série régulière intitulée The Sensational She-Hulk. C'est le grand John Byrne qui s'occupe de cette série, que ça soit au scénario comme au dessin. Et en parlant du scénario, celui-ci est tout particulier et novateur pour le genre comics à cette époque. Dans la série de John Byrne, She-Hulk a conscience d'être un personnage de comics. Oui, tout comme Deadpool, mais le mercenaire n'a commencé à faire ça que bien des années plus tard. Cette technique scénaristique utilise ce qu'on appelle le brisement du 4e mur. Au théâtre, le 4e mur désigne un mur imaginaire situé sur le devant de la scène, séparant la scène des spectateurs et au travers duquel ceux-ci voient les acteurs jouer. Briser le 4e mur consiste à s'adresser directement au public ou à la caméra pour communiquer et interagir avec vous. Un peu comme je le fais maintenant. Mais sur le papier, John Byrne a fait un travail époustouflant. Dès la couverture du numéro 1, She-Hulk parle au lecteur en faisant une référence à son ancienne série. Elle menace également de venir chez le lecteur pour déchirer ses comics X-Men s'il n'achète pas la nouvelle série de cette dernière. Au fil des pages, John Byrne exerce cette technique avec brio. Le lecteur comprend parfaitement que She-Hulk est consciente d'être dans un comics. Elle sait qu'elle est vue et lue et connaît très bien son auteur.
Le découpage des planches est absolument fabuleux et offre aux personnages des facilités scénaristiques qui cassent tous les codes. Même si cette technique de traverser les cases n'est pas nouvelle puisqu'elle était déjà présente dans Little Nemo à partir de 1905. Elle est très agréable, surtout quand elle est bien orchestrée et surprend toujours encore plus le lecteur. Je trouve que la série de John Byrne est celle qui a le mieux réussi cet exercice jusqu'à maintenant chez Marvel. Bien plus que Deadpool. Et j'aimerais tellement que l'intégrale de cette série soit rééditée en France. On espère que Panini fera un truc cool là-dessus pour la sortie de la série Disney+. Il existe déjà un omnibus en VO, ça reprend pas les 60 numéros, mais tous ceux où John Byrne a travaillé. C'est top, donc à bon entendeur chez Panini. Ensuite, le personnage de She-Hulk tombe un peu dans l'oubli jusqu'en 2004 et 2005 avec 2 séries à son nom. Dans celle-ci, la personnalité tumultueuse de She-Hulk a fini par lui attirer des problèmes et elle se voit contrainte de quitter les Vengeurs. Elle se fait embaucher par le cabinet Goodman, Lieber, Kurtzberg et Holloway. Ce cabinet d'avocats est spécialisé dans l'application des lois aux super-héros et super-vilains. Elle trouve enfin sa place car cette dernière peut utiliser ses compétences afin de traiter des cas de fantômes, d'êtres extradimensionnels et de voyageurs dans le temps. Avec la TVA, une organisation temporelle dont j'ai d'ailleurs parlé dans ma vidéo précédente et qu'on retrouvera dans la série Loki sur Disney+. Elle peut gérer toutes ces manifestations paranormales en faisant appel à la force de She-Hulk pour s'occuper de toute menace faisant son apparition en relation avec ses affaires. Jennifer Walters et son double deviennent des personnages récurrents aux côtés des Avengers et font bon nombre d'apparitions. Que ce soit dans Avengers Disassembled, quand elle perd le contrôle et arrache tout au manoir dont un certain Vision. Tout cela orchestré inconsciemment par la sorcière rouge qui aboutit à l'event House of M. Après la destruction des univers dans Secret Wars et la réunification d'un seul monde, elle revient à la tête d'une équipe féminine s'appelant A-Force. Elles doivent gérer des problèmes terrestres et galactiques. She-Hulk s'occupe plus de la Terre, tandis que Captain Marvel va plutôt être dans l'espace. Cette série et cette équipe est très sympa, j'avais beaucoup apprécié. Puis à la même période dans Civil War 2, quand elle défend en tant qu'avocate les héros ou vilains ayant dévoilé leur identité secrète et qui depuis doivent rendre des comptes. Tout en restant She-Hulk aux côtés de Captain Marvel qui rentre en conflit contre Iron Man. Et actuellement, une nouvelle série a commencé chez Marvel, elle s'intitule The Immortal She-Hulk et va rejoindre celle de son cousin Hulk, que je vous conseille absolument de lire d'ailleurs. Vous pourrez bientôt lire Empire, où She-Hulk va devoir elle aussi passer par la porte verte et découvrir les plus horribles facettes de sa personne. Je ne spoil pas trop. Voilà pour tout ce qui est sur She-Hulk dans les comics. Maintenant, nous sommes impatients de la voir adaptée en série. Je pense que c'est une héroïne qui va apporter un vent de fraîcheur au sein de la franchise cinématographique Marvel. Depuis Jessica Jones sur Netflix et Captain Marvel dans le MCU, Disney+ va apporter un renouveau du genre féminin avec pas moins de 4 séries sur 8 prévues dans lesquelles elles seront les héroïnes. Wanda, Hawkeye, Miss Marvel et She-Hulk, ça promet de bonnes choses. Sinon, j'ai également 2 vidéos à vous conseiller afin de compléter celle-ci dans une analyse très intéressante. Deadpool, 4e mur et schizophrénie, et les comics sont-ils sexistes ? 2 super vidéos à découvrir sur la chaîne de Comics Rise, dont la seconde est l'une de mes préférées de sa chaîne. Je vous mets les liens en description et à la fin de cette vidéo. Mais avant d'aller les regarder, on passe au conseil lecture. L'intégralité de la première série est à retrouver dans la vieille collection Aredit Artima sur 9 numéros. Je suppose que Panini sortira des intégrales au moment de la sortie de la série, mais d'ici là, vous pouvez les trouver assez aisément sur eBay, Vinted, Le Bon Coin, des vide-greniers ou des librairies d'occasion. J'ai vu que certaines personnes les vendent même en lot, les 9 d'un coup. Ensuite, bien évidemment, je ne peux que vous conseiller la série de John Byrne. Comme je vous disais, un omnibus est disponible en VO, et sinon, nous en France, on a eu tout de même la chance d'avoir les 8 premiers numéros dans la collection Hachette, le meilleur des super-héros. Et je l'ai trouvé sur Le Bon Coin il y a 2 semaines pour faire cette vidéo. La série de 2005 par Dan Slott a été publiée chez nous en Marvel Monster. Ça, je ne l'ai pas repris car c'est un peu cher sur internet et c'est pas la série que j'ai le plus aimée, surtout au niveau dessin, mais vous savez que ça existe en VF. Pour tout le reste, c'est facilement à rééditer, que ce soit New Avengers, House of M, Secret Wars ou Civil War 2. Par contre, pour la série A-Force, elle n'a été publiée que en kiosque dans les All New Avengers hors série numéro 2 et 4. C'est pareil, je pense que c'est trouvable assez facilement et cette série est vraiment top. Et voilà, cette chronique est à présent terminée. Je compte sur vous pour la partager en masse si celle-ci vous a plu. J'ai essayé d'être le plus complet possible en ce qui concerne ce personnage. Et pour tout ce que j'ai manqué en infos importantes, je compte sur vous dans les commentaires. C'est aussi ça YouTube, l'interaction et l'échange avec vous autour de notre passion commune. Et sinon, j'ai plus qu'à vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les Marvéliens!